Bien, bonjour à tous. On va commencer. Mais avant de commencer, y a-t-il des questions sur les deux leçons de mercredi dernier que vous souhaiteriez poser maintenant? Donc, s'il n'y en a pas, je passe à la leçon d'aujourd'hui, qui va donc être consacrée à ce qu'on appelle le problème du temps en gravité quantique. Donc, en fait, je vais aussi baptiser équation de Wheeler-DeWitt et problème du temps. Donc, on s'était arrêté la semaine passée là-dessus, donc un bref rappel. Donc, quel est le problème? Donc, on a montré que la formulation hamiltonienne de la gravitation pouvait, bien entendu, se faire, on pouvait la dériver, mais qu'on avait des particularités liées à l'invariance par difféomorphisme. Bon, tout d'abord, on a un espace des phases, comme pour toute théorie standard, si je puis dire, qui est constitué de la métrique spatiale et de son moment conjugué qui géométriquement est lié à la courbure extrinsèque. Donc ces variables obéissent au crochet de Poisson et qui disent que π est conjugué à g, c'est-à-dire g ij de x, π mn de y. Donc x et y sont des points d'espace. Je n'écris pas explicitement le temps. Enfin, tout va dépendre du temps, mais je ne l'écris pas. Donc ça, c'est delta ij mn, delta de x moins y. Donc c'est réellement un delta dans l'espace à trois dimensions. Donc c'est un produit de trois deltas. Et donc ça, c'est les P et les Q de la théorie. Et à côté de ça, on a des contraintes. Alors la contrainte hamiltonienne s'écrit explicitement de la manière suivante. Donc il y a une partie qui est quadratique en les moments conjugués, et puis il y a une partie qui ressemble à un potentiel. Et donc ça doit être égal à 0. Les variables dynamiques sont soumises à cette contrainte. Ça, c'est la contrainte hamiltonienne. Et il y a également ce qu'on appelle les contraintes de moment, donc qui sont linéaires en les moments conjugués et leurs dérivées, où ceci est la dérivée covariante calculée à l'aide de la métrique spatiale. Donc l'aspect nouveau, c'est la présence de ces contraintes, mais ces contraintes jouent un rôle qu'on comprend aussi, parce qu'elles sont les générateurs des difféomorphismes. Et en fait, le hamiltonien est une combinaison des contraintes. Donc le hamiltonien va dépendre de la manière dont on choisit le feuilletage des hypersurfaces, donc il va être caractérisé par n et nk, et en fait est une combinaison linéaire des contraintes multipliée par cette fonction de Laps et par ce vecteur de déplacement. Je vais me placer dans un espace fermé où le problème du temps apparaît de la manière la plus criarde, si je puis dire, la plus évidente. Dans les espaces ouverts, je vous ai dit, il y a un terme de surface, on reviendra là-dessus plus tard. Alors, donc ça veut dire en particulier que l'hamiltonien, donc ça veut dire que l'évolution temporelle est obtenue en prenant le crochet de Poisson des variables dynamiques avec cet hamiltonien et dépend du choix de votre feuilletage à travers les variables n et nk. Donc n et nk vous disent comment, quand on passe d'une hypersurface à la voisine, on progresse de n le long de la normale et tangentiellement d'une quantité nk, nk dt. Bien, donc ça, on l'avait vu la semaine passée. Et puis, ce que je vous ai expliqué aussi, en théorie quantique, les variables dynamiques deviennent des opérateurs, les Q et les P deviennent des opérateurs. Et ces opérateurs doivent obéir à des relations de commutation qui sont dictées par le crochet de Poisson.
Donc si ceci est le commutateur de l'opérateur GIJ de X avec pi mn de Y, eh bien c'est IH bar fois le crochet de Poisson. Alors, que faire des contraintes dans la théorie quantique? Ben, je vous ai dit, dans la théorie quantique, les contraintes deviennent des conditions sur les états physiquement réalisables. Donc les contraintes deviennent des opérateurs. Et ces opérateurs sont tels que... On a une infinité de contraintes, hein, parce que ça dépend de x, mais je n'écris pas toujours. Et on a aussi les contraintes de supermoment qui nous disent ceci. Et puis à côté de ça, on a une équation de Schrödinger qui nous dit que l'évolution temporelle des états, eh bien, c'est le hamiltonien agissant sur les états. Mais puisque le hamiltonien est une combinaison des contraintes et que les états physiques sont annihilés par les contraintes, on obtient 0. Et c'est ce qu'on appelle le problème du temps. Ça a l'air d'indiquer que tout est figé, que rien ne bouge en gravitation quantique, puisque les états ne dépendent pas de x0. Et donc, comment peut-on comprendre ça? Le but de la leçon d'aujourd'hui, c'est comprendre qu'en fait, le temps est bien présent, mais le paramètre x0 qui, a priori, qui n'a pas de signification physique, sauf si on lui en donne une par d'autres procédés, mais qui, a priori, n'a pas de signification physique, puisqu'on a une théorie invariante par reparamétrisation du temps, ben, les états physiques ne dépendent pas de ce paramètre qui n'a pas de sens physique direct. Si je vous demande quelle est la valeur de psi en x0 égale à 5, il faut d'abord que je vous dise ce qu'est x0 avant de pouvoir répondre à la question. Bon, dans une théorie invariante par reparamétrisation, on aura toujours cette difficulté. Alors si vous, au lieu de penser en termes de dépendance en le temps des états, vous pensez à la représentation de Heisenberg, où ce sont les observables qui dépendent du temps à travers leur commutateur avec le hamiltonien. Mais comme les observables doivent être invariants de jauge, ils doivent commuter avec les générateurs des transformations de jauge, c'est-à-dire avec H et avec HK, et donc ils vont commuter automatiquement avec l'hamiltonien, et donc on est le même problème. Les observables ne dépendraient pas du temps. En tout cas, ils ne dépendent pas du paramètre x0, c'est ce qu'on apprend. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de temps et que tout est figé? La réponse est non, comme je vais l'illustrer maintenant. Donc, je vais vous montrer qu'en fait, il y a un temps qui est caché dans les variables dynamiques et qu'en termes de ce temps-là, il y a une évolution. Donc, pour comprendre ça, je vais prendre deux exemples plus simples. Un très simple qui est un exemple à un nombre fini de degrés de liberté, et puis un autre qui est un exemple de théorie des champs. Et commençons donc par le premier exemple, qui est la particule relativiste libre, qui est aussi un système invariant par reparamétrisation et qui exhibe donc les mêmes propriétés et c'est la même situation apparemment paradoxale que la relativité générale. Et donc, comme mon but est d'insister sur les problèmes conceptuels, je simplifie le reste, et donc je vais la prendre ici libre. Donc, qu'est-ce que c'est la particule relativiste libre? Donc, c'est une particule libre en mouvement et décrite dans le cadre de la mécanique relativiste, donc compatible avec l'invariance de Poincaré. Et donc, son action a une forme géométrique extrêmement simple. Si ceci est la trajectoire d'espace-temps de la particule, où t est un paramètre qui va le long de la trajectoire d'espace-temps, eh bien l'action est simplement donnée par le temps propre. Donc la valeur de l'action entre ce point-ci et ce point-là, c'est l'intégrale. C'est la longueur relativiste, c'est-à-dire dans ce cas-ci le temps propre, parce que ce sont des courbes de genre temps, le temps propre entre ce point-ci et ce point-là. Et donc, quelle est l'expression du temps propre? Oui, à un facteur près, qui est moins m, des taux. Donc, je fais c égale à 1,
comme déjà je l'avais fait la fois passée, ou des taux carrés, donc c'est le temps propre. Et donc c'est défini à l'aide de la métrique minkowskienne comme moins, alors moins parce que j'ai des conventions de signes qui me disent qu'il faut mettre un moins, et que c'est de genre temps. Donc le état menu, je le prends, comme j'ai déjà expliqué la semaine passée, moins 1 pour la partie temporelle et la matrice 3 par 3, 1 pour la partie spatiale. Et donc pour quelque chose de genre temps, ça va être négatif, ceci, donc c'est pour ça que je mets un signe moins. Et ceci représente le temps propre qui serait mesuré par une horloge qui se déplace le long de cette courbe. Et donc, si j'utilise le fait que les x mu sont paramétrisés en termes de t, je peux écrire encore l'action comme l'intégrale de la racine carrée de moins état mu x point mu x point nu. Ça désigne la dérivée par rapport à t. Et donc, ceci, c'est bien quelque chose qu'en principe vous connaissez. Donc, si je mets. Donc, je vais déballer, juste pour être sûr que. Donc, c'est x.0 au carré moins. Cette fois-ci, donc ça, c'est la partie où la somme sur xi dxi carré. dt. Alors c'est clair, puisque c'est le temps propre, c'est un invariant géométrique, c'est invariant par reparamétrisation. Et donc peut-être pour faire contact avec des actions qu'on a déjà vues, je vais utiliser comme paramètre x0. Donc j'imagine que je prends comme temps le temps indiqué par l'horloge d'un observateur qui regarde la particule, donc x0. Donc dans ce cas-là, si t est égal à... Je peux faire, puisque c'est invariant par reparamétrisation. Si t c'est x0, ben ceci ça fait 1. Donc qu'est-ce que j'ai? Moins m. Donc ça c'est pour raccrocher à des choses que vous connaissez. 1 moins somme sur i des dxi sur dx0 au carré dx0. J'ai pris x0 comme paramètre. Et si je développe la racine carrée, bon, je vais avoir d'abord une constante. Mais puis je vais avoir plus 1 demi, plus m demi, v point carré, dxi, somme sur i, dxi. C'est bien l'action non relativiste, et puis plus des corrections, disons, d'ordre plus élevé en la vitesse au carré. Et donc vous voyez bien apparaître l'action d'une particule libre. Probablement c'est l'action que vous connaissez. Donc ça c'est une parenthèse pour faire la connexion avec des choses, pour montrer que cette action ne tombe pas du ciel, elle est réellement liée, c'est une généralisation relativiste d'une action que vous connaissez bien, énergie cinétique, moins énergie potentielle, mais puisque j'ai pris la particule libre, pas d'énergie potentielle, juste l'énergie cinétique. Bien, alors, bon, comme je l'ai dit, l'importante propriété de ce modèle pour ce qui nous concerne, c'est le fait que l'action est invariante par reparamétrisation. Et ceci va avoir une implication sur la formulation hamiltonienne, il va avoir des contraintes. Et donc on va voir ce qu'on fait avec ces contraintes. Mais dans ce cas-là, on comprend les contraintes, comme on va le voir. Donc on va passer à l'hamiltonien d'abord. Donc j'introduis les moments conjugués. P mu égale dl sur dx point mu. Et donc, bon, il y a une racine carrée à dériver, donc c'est m état mu nu x point nu, donc c'est un calcul que je vous laisse 1 sur, ben là, donc on a 1 sur la racine carrée, et puis la dérivée de ceci par rapport à x mu. Et il y a un facteur 2, mais comme c'est quadratique, il y a un autre facteur 2 qui compense, donc en fin de compte, voici ce qu'on obtient. Alors, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut inverser cette transformation pour exprimer les vitesses en fonction des p? Et la réponse est non. La transformation de Legendre n'est pas inversible. Alors, comment on voit qu'elle n'est pas inversible? En fait, parce que les p sont contraints. Les x points mu ne sont pas contraints, mais les p sont contraints. Donc les x points mu, c'est une variété à 4 dimensions, mais ici, on va voir que c'est 3 dimensions. Alors, comment on voit ça? Calculons p mu, p mu. Alors, P mu,
c'est m carré état mu nu x point mu x point nu, hein, puisque chacun va apporter un x sur 1 moins état mu nu x point mu x point nu. Et donc c'est égal à moins m carré. Et donc vous voyez qu'on a une contrainte qui apparaît, je vais l'appeler h, qui est p mu plus m carré est égal à 0. Donc on me dit que le quadrivecteur impulsion de la particule libre n'est pas quelconque, mais il doit être sur ce qu'on appelle la couche de masse. Sa norme carrée doit être égale à, à moins m carré dans mes conventions. Bien, alors, si je calcule le hamiltonien, donc c'est p mu x point mu moins L. Et qu'est-ce que j'obtiens? Peut-être je vais dire le hamiltonien 0, parce qu'on va voir qu'il faudra ajouter un terme proportionnel aux contraintes, a priori. Qu'est-ce que j'obtiens? En fait, sans faire le moindre calcul, ceci est une fonction homogène de degré 1 en les vitesses. Donc si je calcule p mu x point moins L, c'est 0. P mu x point mu, c'est L, puisque c'est homogène de degré 1. Donc le hamiltonien est nul. Ça commence à ressembler à ce qu'on a vu en relativité générale. Et donc le principe d'action va être, en termes des variables hamiltoniennes, il y aura aussi un multiplicateur de Lagrange pour tenir compte de la contrainte. Bon, ici, il faut le mettre à la main parce que, bon, techniquement, c'est ce qu'on appelle une contrainte. Les contraintes sont des contraintes primaires et pour la gravitation, j'avais déjà fait le travail en un sens. Mais ici, il faut tenir compte de la... Donc je vais écrire l'action et puis je vais commenter. Donc ceci va être la partie cinétique standard de l'action hamiltonienne PQ point, moins le hamiltonien qui est 0, mais alors il faut mettre la contrainte fois un multiplicateur de Lagrange que j'ai appelé n. Et donc ce que je prétends, c'est un théorème général de Dirac, c'est Dirac qui a fait la théorie générale, je suis en fait en train de la suivre, c'est que les actions que je tire de cette les équations que je tire de cette action en extrémisant par rapport à x mu, p mu et n sont équivalentes aux équations de Lagrange de départ. Et en particulier, on voit bien que si j'extrémise par rapport à x mu, je vais obtenir p point mu, et puisqu'il n'y a pas de x ici, est égal à 0, qui est exactement donc dp mu sur dt égale à 0, qui est exactement l'équation lagrangienne. Et les autres équations vous permettent d'exprimer p mu et n en fonction des vitesses. Donc ça permet de repasser à la description inverse. Mais donc, exercice, vérifier que les équations obtenues en extrémisant l'action par rapport à x, p et n sont équivalentes aux équations lagrangiennes de départ. Bon, c'est un petit exercice pour vérifier que vous suivez. Bon, alors, pourquoi c'est intéressant, ce modèle? D'abord, parce qu'on a alors, l'hamiltonien total. Bon, l'hamiltonien total, c'est H0, d'après la théorie de Dirac, mais qui est 0, donc c'est NH. Et donc c'est très semblable à ce qui se passe en gravitation. Que fait H? Et je vais développer ça dans un moment. Mais H est en fait le générateur qui vous fait passer d'un point à un autre. Mais en un sens, ça peut toujours être vu comme une reparamétrisation, comme un difféomorphisme actif. Bon. Et donc, dans une théorie invariante de jauge, l'hamiltonien va toujours être une combinaison des contraintes, parce que dans une théorie invariante par reparamétrisation dans le temps, le hamiltonien va toujours être proportionnel à la contrainte qui fait cette reparamétrisation dans le temps. Et vous pouvez effectivement vérifier très facilement, et à nouveau, que si vous prenez un champ de vecteurs quelconque le long de la courbe, que j'appelle xi, donc il n'y a qu'une seule composante, et que vous calculez delta xi de x mu et delta xi de p mu, vous allez obtenir exactement le changement de ces variables-là
par reparamétrisation. Bon, prenons par exemple delta x mu, et je prétends que c'est lié au crochet de Poisson. Il s'agit d'une chose importante que je n'ai pas dite, de xi avec h. Et donc ça, que je définis comme étant P mu xi avec h. Donc je prétends que cette transformation hamiltonienne, c'est exactement une reparamétrisation engendrée par le vecteur xi le long de la courbe. Alors ça nécessite un petit peu l'exercice, je vous dis comment il faut procéder pour le voir. Donc la manière dont on voit ça, eh bien, il faut utiliser les équations du mouvement. Donc en fait, c'est une reparamétrisation, mais écrite sous forme hamiltonienne, où il n'y a pas de dérivée temporelle. Mais évidemment, une reparamétrisation dans le temps, si je prends une dérivée de l'I le long du temps, je fais apparaître les dérivées temporelles. Et donc il faut écrire les dérivées de l'I en termes des dérivées, y compris les dérivées temporelles, et puis se débarrasser des dérivées temporelles par les équations du mouvement. Donc voyons si c'est bien le cas pour x mu, par exemple. Delta x mu, on s'attendrait à ce que ce soit proportionnel à x point mu. Mais si je fais le calcul ici, que je calcule le crochet de Poisson, ça va être proportionnel à p mu. Mais les choses sont bien correctes parce que p mu, en vertu des équations du mouvement, c'est proportionnel à x point mu. Donc les choses se mettent bien en absorbant, en redéfinissant éventuellement xi aussi, pour absorber certains facteurs. Donc je vous donne, je ne vais pas faire le détail des calculs parce que mon but est d'insister sur les aspects conceptuels plus que sur les aspects techniques. Donc ce que je prétends, et à nouveau c'est un exercice, c'est que la dérivée de l'I de x mu le long d'un champ de vecteurs peut s'écrire comme le crochet de Poisson de ce x mu avec xi fois h, où j'ai utilisé les équations du mouvement. Et de même, la dérivée de l'I de p mu le long du champ de vecteurs xi, qui va contenir p point mu, je prétends que c'est égal au crochet, en utilisant les équations du mouvement, à ceci. Et ça, c'est facile à voir parce que p point mu, en vertu des équations du mouvement, c'est égal à 0. Et donc, P mu H, c'est 0 aussi. Donc les deux coïncident. Donc l'affirmation est la suivante. Il y a une invariance de jauge qui est l'invariance par reparamétrisation. Cette invariance est traduite dans le langage hamiltonien, engendrée par la contrainte. Et l'hamiltonien, c'est juste une reparamétrisation, si vous voulez, le long de la courbe. C'est pour ça que l'hamiltonien est proportionnel à la contrainte. Donc c'est une propriété très générale. Quand vous avez une théorie qui est invariante par reparamétrisation du temps, le hamiltonien va être nul. Alors, donc on voit qu'effectivement, on a un modèle qui ressemble très fort à la gravitation. Et donc on va passer à la théorie quantique et voir ce qui se passe. Donc en théorie quantique, x mu va devenir un opérateur, p mu, les quatre composantes p mu vont devenir des opérateurs, et ce qu'on va demander, c'est que le commutateur de ces opérateurs, ce soit i h bar fois le crochet de Poisson des p et des x qui sont canoniquement conjugués, donc ça va être i h bar delta mu nu. Et puis on a une contrainte, donc on va demander que les états physiques soient annihilés par cette contrainte, où H est la version opérateur de la contrainte qui est ici, qui pose absolument d'ailleurs aucun problème d'ordre, puisque les P commutent avec les P. Donc là, les problèmes techniques sont simplifiés à l'extrême ici. Et puis, on va dire, il y a aussi une équation qui nous donne l'évolution de psi par rapport au temps, qui s'obtient en agissant avec l'opérateur hamiltonien sur psi. Donc ça, c'est Schrödinger. C'est égal à 0, puisque H est proportionnel à H, ronde, qui lui-même annihile les états physiques. Donc on se trouve exactement dans la même situation pour la gravitation, où apparemment, il n'y a pas de temps, enfin tout est figé. Rien ne dépend du temps, pardon. Alors, comment réagir par rapport à ça?
regarder les choses d'un peu plus près. Parce qu'on sait quand même qu'il y a un temps, peut-être plusieurs temps, mais en tout cas, la notion d'évolution temporelle a un sens. Et donc, en fait, pour guider notre intuition, on va écrire de manière un petit peu plus précise l'équation ici, la contrainte. Dans la représentation où les x mu sont diagonaux. Donc on va réaliser ces relations de commutation sur les fonctions psi de x mu. Et donc dans ce cas-là, l'opérateur x mu c'est multiplication par x mu et l'opérateur p mu c'est h bar sur i d sur dx mu. Et écrivons dans cette représentation ce qu'est cette équation. Vous voyez que P mu au carré, ça va me donner le d'Alembertien. Je vais faire aussi h bar égale à 1, parce que de toute façon, oui, donc ça va me donner moins le d'Alembertien. Plus égal à 0. Donc, je vais écrire moins d'Alembertien de psi plus m carré psi égale à 0. Alors, cette équation, elle est probablement familière à tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'équation de Klein-Gordon. C'est l'équation d'onde, avec un terme de masse, pour un champ scalaire psi. Et donc, l'équation de Klein-Gordon, elle ne vous dit pas que tout est figé et que rien ne dépend des coordonnées. Parce que dans les variables x mu, il y a un temps, x0. Et donc, en fait, ceci, la bonne manière de voir cette équation, c'est par exemple, je me donne des données de Cauchy en x0 égale à 0, et puis j'évolue en x0. Et les choses vont en général dépendre de x0. X0 a un sens parce que dans ce cas-ci, c'est le temps utilisé par un observateur minkowskien qui a son temps x0 et qui a ses coordonnées xk. Et dans ce temps x0, les choses évoluent. Dans le temps petit t, rien n'évolue. C'est normal parce que t n'a pas de sens. Enfin, donc rien ne dépend de t, pardon, pour être plus précis. Par contre, dans le temps x0, il y a une évolution. Donc, ce qu'on voit, c'est que le problème n'est pas qu'il n'y a pas de temps dans l'équation de Klein-Gordon, où on va tout de suite extrapoler au cas de la gravitation à la gravitation, c'est simplement que le temps est caché parmi les variables dynamiques et que le paramètre t qu'on utilise pour décrire l'évolution là n'a pas de sens physique a priori, mais si on va chercher le temps dans l'équation de Klein-Gordon, dans les variables dynamiques, eh bien, il y a une dépendance en x0 qui est parfaitement présente. Donc ceci va nous guider pour la gravitation. Alors il faut dire aussi que puisqu'il y a x0 qui est présent, et que la bonne manière de voir c'est l'évolution, par exemple, on se donne un problème de Cauchy, mais la manière dont on normalise, on définit le produit scalaire des psi, ce n'est pas en intégrant sur tout des 4x, parce que ça voudrait dire qu'on intègre sur le temps, mais c'est en intégrant sur x1, x2, x3, ou peut-être avec une mesure adaptée à variante relativiste. Alors en fait, il y a réellement plusieurs manières de procéder, mais je ne vais pas les suivre ici parce que je veux passer à quelque chose qui est plus proche encore de la gravitation. Une manière de procéder, ce serait déparamétriser les choses en fixant la jauge, en disant voilà, je vais à partir de maintenant travailler dans une jauge où t est égal à x0, et donc je ne peux plus faire des changements de paramètres comme je veux, et tout réécrire dans cette jauge-là. Alors on a une dynamique standard, il y a des racines carrées à prendre, donc c'est un peu pas tout à fait standard, mais enfin, ça, on peut dire que c'est un problème technique. Mais une autre manière de dire, c'est continuer à travailler sans préciser exactement comment on choisit t, et en pensant en termes de corrélation, c'est-à-dire, mais les corrélations doivent être bien formulées. Par exemple, on se dit, si x0 prend telle valeur, quelle est la probabilité de trouver que xk prend telle valeur, sans préciser nécessairement quel x0 on prend. Ou si je prends tel autre x0 associé à un observateur
à un autre observateur relativiste quelles sont à ce moment-là les probabilités. Donc on peut essayer de développer la théorie sans fixer la jauge. Une manière, disons, la plus sûre, c'est de fixer la jauge, mais alors se pose la question de savoir, si je fixe la jauge autrement, est-ce que les résultats vont en être indépendants? Une autre manière, c'est d'essayer de garder le plus de flexibilité possible. Ce qu'on peut faire, en tout cas conceptuellement, mais il faut quand même garder à l'esprit que puisque parmi ces variables-là, il y a des variables qui jouent le rôle de temps, la normalisation des états ne se fait pas en intégrant sur toutes les valeurs de x mu, mais uniquement sur les variables qui sont des variables dynamiques réelles. Bien, alors je vais illustrer ça plus tard, peut-être sur des modèles plus proches de la gravitation. Je ne vais pas le faire ici, sauf pour dire, et je reviendrai là-dessus plus tard, bon, il y a une analogie très grande avec la gravitation, mais il y a une grande limite, avec la gravitation, il y a une analogie très forte. Mais il y a certainement une limitation, c'est qu'ici, c'est un modèle à un nombre fini de degrés de liberté, avec une seule contrainte. Et la gravitation, il y a autant de contraintes qu'il existe de points d'espace. H dépend de x, hk, et en plus il y a aussi hk, dépend de x. Donc ça, c'est une difficulté. Par contre, il y a une propriété intéressante qui ressemble très fort à la gravitation, c'est que si je regarde cette forme quadratique, donc qui est définie par état mu nu, elle est de signature minkowskienne. Je travaille dans l'espace-temps de Minkowski. Donc il y a un moins et puis que des plus. Si je regarde la signature de la forme quadratique ici, donc qui est définie par ce GIJMN, donc c'est un espace à 6 dimensions. À chaque point x, c'est un espace à 6 dimensions. Il y a 6 composantes indépendantes de la métrique, c'est un tenseur symétrique, et à 6 PIJ. Donc dans cet espace à 6 dimensions, et je reviendrai là-dessus, mais je vous annonce le résultat déjà maintenant, on peut regarder la signature de cette forme quadratique. Et cette forme quadratique est aussi de signature minkowskienne, c'est-à-dire il y a 1 moins et puis 5 plus. Donc exactement la même signature que pour la particule relativiste. Et en plus, le moins, on peut identifier, disons, les déplacements de genre temps pour cette supermétrique. C'est des déplacements où le volume change. Donc des déplacements où GIJ est multiplié par un facteur, toutes les composantes par le même facteur, donc on change juste le volume, sont les déplacements qui donnent un signe moins à la forme quadratique. Par contre, des déformations de la métrique à volume constant, il y en a 5, correspondent au signe plus. Alors, et donc, le volume local joue le même rôle que x0. Bien, alors c'est tout ce que je dirais sur la particule relativiste, parce que je voudrais m'attaquer à un problème de théorie des champs, pour lequel l'analogie avec la gravitation sera beaucoup plus forte. Alors, je suis conscient que j'ai sauté certaines étapes techniques. Elles sont assez directes. N'hésitez pas, si vous avez des difficultés pour dériver certaines des choses que j'ai dites, à me demander des compléments d'information à l'interruption ou après le cours. Je ne dirai pas plus sur la particule relativiste. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? Oui? On sait que cette équation elle a un problème en interprétation en physique quantique. Oui, donc il faut passer à la troisième, à la deuxième, pardon, il faut passer à ce qu'on appelle la deuxième quantification. Tu as anticipé ma question, ça ne dit pas qu'il ne faut pas passer à la troisième quantification. Alors, c'est ce que les gens se sont posés comme question, mais on n'a jamais vraiment réussi à le faire. Donc, voilà, c'est une question ouverte, mais effectivement, c'est une question tout à fait naturelle. Donc, la question, c'est que, bon, évidemment, pour la particule libre, il n'y a pas de problème, mais si vous avez des interactions, donc en fait, j'ai pas fait tous les détails techniques, mais si vous voulez passer à une formulation hamiltonienne en termes du temps x0, il faudra prendre une racine carrée. Et les racines carrées, il peut y avoir deux signes. Il y a un signe plus, il y a un signe moins. Alors d'habitude, on gagne le signe plus, et puis on peut se dire ici que si on a pris le signe plus, comme c'est libre, ça restera toujours plus. Mais quand il y a des interactions, on peut avoir des transitions d'états à énergie positive vers des états à énergie négative. Et on sait que la bonne manière de traiter ça, c'est par le biais de la théorie des champs, ce qui correspond à un niveau supérieur de quantification. Alors ici, on a la question, c'était est-ce que ce n'est pas la même chose qu'on devra faire?
Et donc c'est déjà une théorie des champs, donc c'est déjà de la deuxième quantification en un sens, c'est ce que les gens appellent alors la troisième quantification. J'en parlerai pas, juste maintenant, parce qu'il y avait la question. Juste pour dire qu'effectivement, les gens ont essayé de développer des choses, ça reste très formel et ça n'est pas très concluant. Mais personne ne peut dire que c'est faux, ni que c'est juste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous construire un modèle de théorie des champs où on a exactement la même structure, des contraintes, 4 contraintes par point d'espace, donc des H et des HK, et si on, disons, quantifie naïvement, on arrive aussi à la conclusion, l'hamiltonien étant une combinaison de ces contraintes, qu'il n'y a pas de temps, que tout est figé. Par construction, on comprendra pourquoi tout est figé, et on comprendra dans ce cas-là, qui est plus simple, la manière de traiter le problème, mais dans la mesure où ça a une très grande similitude avec ce qui se passe en gravitation, c'est un exercice intéressant que de le faire. Je vais parler de ce qu'on appelle les théories des champs paramétrisés. Et on va arriver à ce qu'on appelle l'équation de Tomonaga-Schwinger, qui est vraiment l'analogue de Wheeler-DeWitt. Donc en fait, je vais faire un exercice qui est familier en mécanique, qui consiste à introduire le temps comme variable dynamique, parmi les variables dynamiques. Alors il y a une contrainte qui apparaît également, mais je vais le faire pour une théorie de champ tout de suite. Donc ceux qui ont vu ça dans un cours de mécanique reconnaîtront l'idée. Donc c'est 3 théories des champs paramétrisées. Une théorie paramétrisée, donc je paramétrise la théorie, ce qu'on appelle paramétriser. Bon, on verra ce que ça veut dire, des champs. Et donc le point de départ va être le point le plus simple, un champ scalaire dans l'espace de Minkowski. Et je vais réserver la lettre grand X mu pour des coordonnées minkowskiennes. Donc je vais avoir 2 types de coordonnées, des coordonnées minkowskiennes, puis je vais introduire d'autres coordonnées qui n'ont pas un sens direct en termes de repères lorentziens, que j'appellerai petit x mu. Mais grand X mu, c'est ces coordonnées lorentziennes. Et donc ce qu'on se donne a priori, c'est un champ scalaire que j'appelle phi, qui va dépendre de ces coordonnées x mu. Et l'action est une intégrale sur D4 grand X d'un certain Lagrangien que j'appelle L0, qui va dépendre de phi et des dérivées de phi par rapport à x mu. Donc ça, c'est le point de départ. Alors on sait que, alors je suppose que l'action est invariante, qu'il y a la variance par point carré. Donc l'action est invariante par point carré. C'est par exemple Klein-Gordon. En fait, on traitera explicitement le Lagrangien de Klein-Gordon pour illustrer. Et je suppose donc en particulier que ça ne dépend pas explicitement des grands X. Même on pourrait le traiter, mais bon, c'est plus facile de faire ça. Et on sait dès lors que s'il y a l'invariance point carré, le tenseur d'énergie-impulsion est conservé. Donc il y a un tenseur d'énergie-impulsion qui est associé à ce champ, qu'on peut construire de différentes manières, et il est conservé. Donc gardons ça à l'esprit. Alors ce que je vais faire, c'est forcer un changement de coordonnées. Donc je vais réécrire l'action dans des coordonnées curvilignes quelconques. Donc je fais un changement de coordonnées, et je dis que les x mu, que j'appelle x mu, est égal à certaines fonctions de coordonnées curvilignes, que j'appelle x avec un indice grec aussi. Bon, je vais mettre alpha ici, mais c'est pas tout. Donc tout indice grec, que ce soit début ou fin de l'alphabet, se rapporte à 0, 1, 2, 3. Bon, je vais faire un tel changement de coordonnées. Alors, puisque mon action est invariante de point carré, qu'est-ce qu'elle va devenir, donc mon action? Alors, je vais écrire des choses.
Donc le champ va dépendre de ces nouvelles coordonnées. Je vais écrire ici quelque chose que je dois justifier tout de suite, mais que je vais déjà écrire. Ça dépend du changement de coordonnées que j'ai fait. Donc je la réécris dans les nouvelles coordonnées, mon action, donc 4 des 4x. Alors, ceci se transforme bien, mais il y a une densité qui va apparaître, donc il va être la racine carrée de moins la métrique minkowskienne écrite dans les coordonnées curvilignes. L0, alors je vais l'écrire comme ça, où j'ai remplacé la métrique état mu, qui est utilisée pour saturer les indices, par la métrique écrite dans des coordonnées curvilignes. Donc ça va être mon Lagrangien, qui va dépendre du champ phi, de ses dérivés, donc, par rapport aux coordonnées curvilignes. Donc je réécris tout dans les coordonnées curvilignes, mais la métrique n'a plus la forme minkowskienne en général. Et donc il faudra mettre, quand on sature les indices, le faire avec la métrique dans les nouvelles coordonnées. Donc qu'est-ce que c'est la métrique dans les nouvelles coordonnées? C'est juste l'ancienne métrique. Alors mettons alpha, bêta. Et puis on sait comment une métrique se transforme par changement de coordonnées. Donc c'est une fonction des x, des grands x. D'accord? Et donc ça va être le nouveau Lagrangien, qui est cette expression. C'est d'ailleurs c'est comme ça qu'on couple à la gravitation, par exemple. On l'écrit d'abord dans les coordonnées curvilignes, et puis on remplace la métrique par une métrique quelconque. Donc jusqu'à présent, on a juste fait le changement de coordonnées. Et dans les nouvelles coordonnées, la métrique n'a pas nécessairement la forme standard de la métrique minkowskienne. Et puisque le changement de coordonnées n'est pas nécessairement linéaire, il y aura en général des gammas non nuls. Donc la connexion de Christoffel dans ces coordonnées curvilignes est différente de 0. Et même si je ne vais pas l'utiliser, je vous donne sa valeur, on sait que ça se transforme avec la dérivée seconde du changement de coordonnées. Donc pour votre information, voici ce que c'est, même si on n'en aura pas besoin des x rho, des x sigma. Donc j'ai supposé que c'était inversible, donc je peux écrire les petits x en fonction des grands x. Donc ça, on a des problèmes. Dx rho sur dx bêta, dx sigma. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a une connexion non nulle et que les dérivées covariantes font intervenir cette connexion. Et donc ça, c'est un calcul direct qui montre cela, et je vous laisse faire ça comme exercice. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous prenez la définition des Christoffel, mais une manière plus rapide, c'est de prendre l'équation des géodésiques, qui est particulièrement simple, dans les coordonnées grand X, et de la réécrire dans les coordonnées petit x, et vous allez voir que par le changement de coordonnées, vous allez avoir des dérivées secondes qui apparaissent. Bon. Donc ça, c'est la manière rapide d'obtenir ceci. Donc ça, je vous laisse faire comme exercice. Donc je suppose que vous savez ce que c'est qu'une connexion, les Christoffel, et voilà. Donc ils sont non nuls. Ça veut dire que, pourquoi je parle de ça? Parce que je prépare le terrain. La loi de conservation du tenseur d'énergie-impulsion, qui est une divergence covariante, va faire intervenir les Christoffel. Donc c'est pour ça que je vous mentionne le fait qu'ils ne sont pas nuls. Bon, alors, j'ai un peu... Alors, je ne sais pas si je dois dire tricher, mais j'ai anticipé en tout cas quelque chose que je n'ai pas encore démontré ici. C'est que je prétends que dans cette nouvelle action où j'ai fait un changement de variable, de coordonnées, je peux traiter les grands x mu comme des variables variationnelles. C'est-à-dire que l'action, je peux la varier par rapport au grand x mu, c'est autorisé. Je vais vérifier ça maintenant. C'est un calcul intéressant. Donc ma thèse, on sait que le champ phi, c'est le champ variationnel au départ. Alors l'action, après avoir fait la transformation de coordonnées, va dépendre de phi de x, mais aussi du changement de coordonnées, d'après la manière dont je l'ai écrite. Je prétends que je peux extrémiser sans problème l'action par rapport à ces champs x mu de x. Que les équations que je vais obtenir ne sont pas des nouvelles équations, donc c'est autorisé.
En fait, ce qu'on va voir, ce qu'on obtient, c'est des équations de conservation. Alors, en un sens, on s'attend à ce qu'il y ait une grande liberté. Pourquoi? Parce que cette action-ci, par construction, elle est invariante par changement de coordonnées. Je peux changer mes coordonnées petit x comme je veux, pour autant que je change aussi les grands x en tenant compte de changement de coordonnées, Donc si je change les x en des nouvelles variables, petit x en des nouvelles variables et que je tiens compte du changement à la fois de grand x et de grand phi, ben, l'action est invariante. Parce que la métrique se transformera alors bien. Si je transforme les x, ben, la métrique se transforme bien, racine de moins g se transformera bien, et l'action sera invariante. En d'autres termes, l'action telle que j'ai écrite est invariante pour les changements de coordonnées petit x. En fait, je vous ai dit, je fais un changement de coordonnées quelconque, je ne vous ai jamais dit comment je choisissais les coordonnées. Donc c'est normal qu'à l'arrivée, je puisse toujours choisir comme je veux les coordonnées. Bien. Et donc, en vertu de cette invariance par changement de coordonnées, effectivement, il y a une redondance dans la description, et en particulier, comme je vais le montrer explicitement maintenant, mais je voulais juste montrer que le résultat n'est pas surprenant, si j'extrémise l'action par rapport à grand X, j'obtiens rien de nouveau. Alors, extrémisons l'action par rapport à grand X et voyons ce qui se passe. Donc, je varie l'action par rapport à grand X. Alors, où se trouve grand X? Où sont les variables grand X? Elles se trouvent dans la métrique. Le seul endroit où les grands X apparaissent, c'est ici, où j'ai remplacé état mu nu. Chaque fois que je voyais état mu nu, j'ai mis G mu nu. Puis il y a aussi le racine de moins G. Et donc, ça va être la variation du Lagrangien. Et alors la métrique en plus, oui, donc j'ai supposé que c'est un champ scalaire, donc en fait, il n'y a pas de dérivée de la métrique qui apparaissent ici. Je suppose qu'il n'y a que des dérivées premières, donc les dérivées ordinaires coïncident avec les dérivées covariantes. Il n'y a pas de Christoffel qui traîne ici et qui ferait apparaître les dérivées secondes. Donc la variation de la métrique, c'est juste, ce qu'induit une variation de la métrique, c'est juste la dérivée ordinaire du Lagrangien par rapport à G mu nu, delta G mu nu. Alors, ceci, ça porte un nom, mais c'est précisément une manière de calculer le tenseur d'énergie-impulsion d'une théorie. Vous introduisez la métrique dans des coordonnées quelconques, vous variez par rapport à la métrique, c'est une manière... Bon, en fait, tenseur, pourquoi? Parce qu'on sait, le tenseur d'énergie-impulsion, c'est ce qui se couple précisément à la métrique, c'est ce qui déforme l'espace-temps. Donc ça, en fait, c'est... Sauf qu'il y a un facteur 2 qui apparaît, et puis il y a aussi... c'est une densité ici. Donc c'est en fait, donc je vais introduire, comment je l'ai noté, taux mu nu. Donc par rapport au tenseur d'énergie-impulsion, tenseur-tenseur, qui n'a pas de densité vectorielle, c'est racine, donc j'introduis ceci, racine de moins g t mu nu, et ça on sait que c'est en fait 1/2 fois t taux mu nu. Donc ceci, ça va donc me donner 1/2 intégrale d4x, taux mu nu. Et puis je dois varier la métrique, mais donc la métrique c'est pas une variable indépendante comme dans la théorie d'Einstein, c'est un champ composite, ça dépend des champs grand X à travers ceci. Alors c'est quadratique en les champs grand X, donc si je varie les champs grand X, je varie la métrique et je vais avoir 2 fois la même chose, donc j'ai 2 fois il y a un facteur 2 dans mes notes, donc 2 fois état. Alors j'ai dit que c'était G mu nu, donc ça va être état alpha bêta, d grand X alpha sur dx mu, delta de dx bêta sur dx nu. D'accord? Alors ça c'est d nu de delta, donc d sur dx nu, pour ne pas introduire de notation nouvelle, de delta x bêta. Et ce que je vais faire, je vais intégrer par partie. Si j'intègre par partie, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir intégrale d4x,
T mu nu, et donc il y a un dx alpha sur d x mu nu eta alpha bêta delta x bêta. Donc à nouveau, il faut toujours, je pense que c'est juste, mais contrôler. Alors, vous voyez qu'ici, je vais avoir deux termes. Un terme où j'ai une dérivergence ordinaire de taux mu nu, et puis un terme où je prends des dérivés de grand X, qui va contenir les dérivés secondes de grand X. Et comme tout est covariant, tout doit bien se combiner. Donc, ce que je vais écrire ne devrait pas être surprenant, mais néanmoins, on peut le vérifier explicitement et c'est bien ça qu'on trouve. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On doit obtenir quelque chose de covariant, mais en fait, on va avoir la divergence covariante dans les coordonnées curvilignes de taux mu nu. Fois dx alpha sur dx mu, eta alpha bêta delta x bêta. Donc ceci, c'est un tenseur symétrique qui a un poids de densité. Donc la divergence sur nu, c'est une divergence ordinaire. La divergence covariante, donc c'est point virgule. Sur nu, il n'y a pas de terme gamma, c'est compensé, mais il y a un terme gamma qui est lié à l'indice mu, et on peut montrer qu'effectivement, c'est ce qui est précisément apporté par ce terme-là. Et donc, comme tout doit être covariant, il faut nécessairement que ça puisse s'écrire sous forme covariante, et voilà la manière dont ça s'écrit. Une question là-dessus? Donc, on peut faire le cas. À nouveau, c'est purement algébrique, hein, il faut prendre les dérivées secondes de ça, mais en s'aidant de cette relation. Bien, mais donc ça veut dire que si je varie S par rapport au X, j'obtiens quelque chose qui est proportionnel à cette divergence covariante qui, je vous l'ai dit, est égale à 0 en vertu des équations du champ scalaire. Et donc, en variant le champ X, j'apprends rien de nouveau. Je mets en évidence une propriété, mais qu'on connaissait. Et donc, il est légitime d'extrémiser par rapport à grand X. Donc, effectivement, je peux considérer grand X, ou les 4 grands X, 4 champs, comme des champs que je peux varier dans l'action. Alors évidemment, ils ne vont pas être fixés par ma théorie parce qu'il y a une invariance par changement de coordonnées. Donc, je vais devoir dire, si je veux avoir des solutions précises, comment je choisis les grands X. Mais tant que je ne les ai pas choisis, il y a l'invariance qui est là. D'accord? Bon. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que la formulation hamiltonienne de cette théorie est extrêmement proche de la formulation hamiltonienne de la gravitation. Donc pour ça, je dois passer à la formulation hamiltonienne. Et donc on va calculer... On part d'un grand X qui n'est pas donc nécessairement minkowskien dans ce raisonnement-là. Oui, en fait, j'aurais pu partir effectivement de quelque chose qui n'était pas nécessairement minkowskien. Simplement, je prends Minkowski et même je vais super simplifier en prenant Klein-Gordon. Mais effectivement, l'argument, c'est pour n'importe quel espace-temps. Je paramétrise et donc effectivement, comme je ne vous ai pas dit comment je choisissais les paramètres, il y a une invariance pour le choix du paramètre. Alors, pour passer à l'hamiltonien, et c'est une manière qui permet de bien contrôler et de comprendre ce qui se passe, je vais procéder en 2 étapes. Je vais d'abord faire la transformation de Legendre sur phi et les dérivés temporels de phi, et après, je ferai la transformation de Legendre sur les grands X. Il est bien connu qu'on peut faire ça dans le formalisme hamiltonien. Et donc je vais d'abord introduire les moments conjugués à phi, voir ce qui se passe, et puis on va introduire les moments conjugués à grand X mu. Et on aura ainsi une formulation hamiltonienne complète. Et pour me simplifier la vie, je vais d'abord faire 2 choses. Je vais paramétriser G mu nu de X en la métrique spatiale et le laps et le shift, donc ils sont liés aux composantes temporelles de la métrique, comme on l'a vu. C'est intéressant pour ce qui va venir, c'est que la métrique spatiale ne contient pas les dérivés temporels des grands X. Si je prends 2 indices spatiaux ici, j'ai que des gradients spatiaux.
Et donc les dérivées temporelles des grands x, elles ne se trouvent qu'ici dedans. Donc quand on va passer à la transformation de Legendre sur les grands x, on se rappelle ça. On se rappellera ça. Bon. Et pour vous montrer ce qui se passe, mon but n'est pas de compliquer techniquement, mais de comprendre les concepts. On va prendre comme Lagrangien Klein-Gordon. Donc elle va être racine de moins g, moins 1 demi g mu nu d mu de phi d nu de phi moins m carré phi carré. Bon, ça c'est un peu pour la décoration. Et je vais passer à l'hamiltonien, donc je vais introduire les moments conjugués à phi, les phi points. Et avant de le faire, je vais décomposer dans l'espace et le temps mon Lagrangien. Donc je vais utiliser le laps et le shift, donc et la métrique spatiale. Donc je vais utiliser une paramétrisation qui est adaptée à ce que j'ai écrit ici. Parce qu'on sait que c'est la bonne manière de paramétriser les feuilletages. Et donc ceci, c'est n racine de g. Alors, si vous allez voir les formules de la semaine passée, donc je vais sommer d'abord mn, puis 0n, et puis 0, 0. Alors gmn, métrique d'espace-temps avec les indices au-dessus, c'est la métrique d'espace. Je vois que dans l'autre, je l'ai fait, enfin peu importe. Donc gmn. Cette fois-ci, c'est l'inverse de la métrique d'espace. Rappelez-vous, c'était ceci, moins nm nn sur n carré. Donc ça, c'est dm phi dn phi. Puis je vais avoir les termes croisés avec une composante de temps et une composante d'espace qui sont reliés directement, comme on l'a vu, au vecteur de shift. Je vais l'avoir deux fois. Donc ça c'est moins, et je vais avoir n, disons m sur n carré phi point dm phi. Et puis je vais avoir g0, 0, qui était 1 sur n carré, aussi moins 1 sur n carré même, pour être plus précis. Et donc ça va me donner plus 1 sur 2 n carré phi point carré. Ça, c'est la partie cinétique, et puis l'autre, c'est moins m carré phi carré. Alors, si je ne me suis pas trompé, j'ai 1 demi, 1 sur 2n, racine de g. Alors, j'ai phi point, moins nm dm phi au carré. Donc ça c'est le double produit, et puis là ça me donne nm avec le bon signe, voilà, oui. Puis j'ai la partie purement spatiale, qui est moins n racine de g 1 demi gmn dm phi dn phi plus m carré phi carré. Donc ça c'est mon Lagrangien. Et maintenant ça va être facile de passer à l'hamiltonien. Les moments conjugués au phi, c'est dl sur d phi point. C'est donc 1 sur n racine de g phi point moins dm dm phi. Et puis l'hamiltonien, on le calcule en... c'est pi phi moins phi point, pi phi phi point moins L. Et donc, vous voyez que ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter le phi point ici en ajoutant ça pour avoir pi phi carré,
Vous voyez, pi phi, ceci, c'est à n, enfin au facteur n, à ces facteurs-là près, pi phi carré. Donc en fait, alors ici, donc là j'ai pi phi carré, puis après il n'y a plus de dérivée. Et là j'ai phi point, donc je n'ai pas tout à fait pi phi, donc pour avoir pi phi, je vais compléter en ajoutant nm dm phi, et puis je vais le soustraire. Donc si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens? L'intégrale d3x. Donc, puisqu'il y a un 1 sur n dans pi phi et que c'est au carré, ça va me donner un n. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir pi phi carré sur racine de g. Puis j'ai toute cette partie ici qui est linéaire en n, qui vient de moins L, donc plus racine de g, donc un demi ici, un demi là, gmn dm phi, dn phi, plus m carré racine de g phi carré. OK? Donc ça tient compte de ce qui est là et dans L de ce qui est ici. Enfin, pas tout à fait de ça, parce que j'ai complété le carré, et donc il y a encore un terme qui me reste qui va être proportionnel à nm, qui était nécessaire pour compléter le carré, et donc il va être nm, donc je l'écris comme ça, plus nm pi phi dm phi. Que je complète ici pour avoir pi phi carré, donc je mets phi point, je fais moins dm phi plus nm dm phi, donc c'est ce que j'ai écrit ici. D'accord? Donc comme ça, j'ai tenu compte de tout. Bon, et donc vous voyez que l'hamiltonien est linéaire en le laps et en le shift. Et en fait, on reconnaît ceci, c'est la densité d'énergie du champ scalaire, écrite dans la base là, donc c'est en fait T, mais composante perpendiculaire, perpendiculaire, et ceci, c'est le flux de moment du champ scalaire. Je pense que je l'avais déjà dit, on avait vu cet exemple-là la semaine passée, donc ça c'était perpendiculaire M. Donc je vois apparaître dans l'hamiltonien, mais ce n'est pas surprenant, la densité d'énergie et la densité d'impulsion, en tout cas pour ce qui est pour les déplacements tangents. Voilà, donc on a une structure, disons, qui n'est pas très compliquée, enfin qui a une certaine familiarité pour l'action, mais on n'a pas encore fait toute la transformation de Legendre. Donc qu'est-ce qu'on a, où en sommes-nous pour le moment? On a le droit, ça on le sait par les théorèmes hamiltoniens, de varier phi et p phi. Donc on va résumer ça ici. Mon action dépend de phi, maintenant de pi phi, puisque je suis passé à l'hamiltonien, mais toujours des x mu que j'ai traités comme des champs extérieurs sur lesquels je n'ai pas fait de transformation de Legendre. Et à quoi ressemble cette action? Eh bien, c'est la partie cinétique pour les variables hamiltoniennes. Donc pi phi, phi point, moins l'hamiltonien, c'est-à-dire, puisqu'on l'a pris, moins n, t perpendiculaire, perpendiculaire, moins nk, t perpendiculaire k. Alors, si vous aviez un Lagrangien un peu plus compliqué, donc j'ai pris ici le Klein-Gordon libre, s'il y avait un potentiel, vous voyez, on a la même chose. Donc c'est très général, cette forme. Alors, je ne suis pas encore arrivé au bout de mes peines parce que je n'ai fait la transformation de Legendre que sur phi et phi point. Mais je voudrais maintenant la faire aussi sur les x. Et c'est là qu'on va voir la structure semblable à la gravitation apparaître. Donc je dois regarder, donc je vais introduire les moments conjugués pi mu dl sur dx point mu. Donc la question que je me pose, c'est où apparaissent les vitesses dx mu. Alors, si je regarde, je prétends que ceci n'en dépend pas des vitesses et que les vitesses sont uniquement dans nk et dans n. Alors, pourquoi ça n'en dépend pas?
Mais parce que ceci, donc les dérivés des x n'apparaissent qu'à travers les composantes de la métrique. Mais les seules composantes de la métrique qui apparaissent, c'est la métrique spatiale et son inverse. Mais la métrique spatiale ne dépend que des dérivées spatiales des grands x. Donc il n'y a pas de dérivée temporelle des grands x ici, ben, il y en a encore moins ici, puisque je ne dois même pas utiliser la métrique. Donc le seul endroit où les vitesses apparaissent, c'est dans n et nk. Alors comment apparaissent-elles? Elles apparaissent en plus de manière linéaire. Je vous rappelle la définition de n et de nk, c'est que lorsque je fais un déplacement, lorsque je varie la coordonnée x0, bon, je n'avais pas mis les autres coordonnées, mais ça vient au même, il y a une partie qui est le long de la normale, que j'appelle grand N, et une partie qui est tangentielle, qu'on appelait nk. Donc d sur dxk, j'avais écrit, mais puisqu'ici, c'est pareil, j'ai écrit ça dans les coordonnées grand X. Donc j'ai cette relation-là. Alors je prétends que la normale ne dépend pas des dérivées temporelles. Ceci ne dépend pas des dérivées temporelles, ça c'est clair, c'est des dérivées spatiales. La normale ne dépend pas des dérivées temporelles. Pourquoi? Parce que là, rappelez-vous la définition de la normale, c'est que n mu ça doit être orthogonal au vecteur tangent. Donc là, c'est dans les coordonnées minkowskiennes de départ, donc ça doit être 0. Et n mu est égal à moins 1. Donc n nu, on va l'écrire comme ça, eta mu nu est égal à moins 1. Donc les équations qui définissent la normale ne dépendent que des dérivées spatiales. Ça doit être orthogonal. En d'autres termes, la normale ne va dépendre que des dérivées spatiales. Donc ceci ne dépend que des dérivées spatiales. Donc les dérivées temporelles, elles sont uniquement ici et là, et elles apparaissent de manière linéaire. On peut très facilement faire le calcul. N mu dx mu sur dx0, c'est moins n. Donc voilà comment n est relié aux dérivées temporelles. Petit n mu n'en dépend pas. Et puis, parce que n mu étant orthogonal à ça disparaît. Hein. Quand je calcule ce produit scalaire, et pour le shift, eh bien, c'est, on connaît, hein, c'est GKL, métrique spatiale, fois G0K, qui est dx mu dx0, dx nu sur dxl, eta mu nu. Donc vous voyez, c'est chaque fois linéaire. Alors, ayant observé ça, on peut facilement passer à l'hamiltonien. On va donc maintenant introduire les moments conjugués au grand x mu, en sachant que les dérivées temporelles apparaissent là. Qu'est-ce qu'on obtient ? Eh bien, pi mu, c'est donc égal à moins dl, donc d'abord la dérivée temporelle, la dérivée de n par rapport à la dérivée temporelle, qui me donne un moins n mu. dn sur d, si je dérive par rapport à ça, c'est moins n mu. Donc je vais obtenir, et comme il y a un signe moins ici, ça va être plus n mu t perpendiculaire. Et puis, je dois dériver ceci par rapport à la dérivée temporelle. Donc, comme c'est linéaire, c'est facile. Il restera juste ça. Donc, pardon, la dérivée, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un nu. Hein. Et donc, je vais avoir moins GKL. dx mu. Donc, j'ai abaissé l'indice à l'aide de eta dxl. Qui me tient compte de ça, fois t perpendiculaire k.
Et donc immédiatement, je conclus qu'il y a des contraintes, parce que je ne peux pas inverser ça pour exprimer les vitesses en fonction des moments, parce que c'était linéaire, j'ai dérivé, il n'y a plus de vitesse, et effectivement plus de vitesse ici. Donc ceci, c'est une contrainte. Et donc j'obtiens 4 contraintes qui fixent pi mu en fonction du reste. Alors pour écrire ces contraintes sous une forme qui fait penser à la gravitation, on va en fait les projeter dans la base normale, c'est-à-dire utiliser la base n mu et dx mu sur dxk. Et donc on va avoir une première contrainte que j'appelle h perpendiculaire. Donc la contrainte, c'est que pi mu moins ça est égal à 0. Hein. Donc je projette sur la normale et j'appelle pi perpendiculaire par définition n mu pi mu. Et donc ça va être pi perpendiculaire plus t perpendiculaire perpendiculaire est égal à 0. Donc là c'est l'équation de contrainte. Et je vais obtenir, si je projette sur k, donc je vais multiplier par dx mu sur dxk, donc ça va faire apparaître la métrique inverse. Donc finalement, je vais obtenir pi k plus t perpendiculaire k est égal à 0. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pi k, je n'ai pas défini, c'est par définition dx mu sur dxk pi mu, hein, l'autre projection. Alors j'ai peut-être été un tout petit peu vite dans mes notations. Ici, il y a un poids de densité racine de g. Hein, donc j'ai absorbé le racine de g dans la définition de t. Hein, donc il y a un poids de densité, il y a un racine de g, c'est réellement ce que j'ai appelé t avant fois racine de g. Donc ceci étant compris, je ne vais pas changer mes notations. Bien. Et donc il y a ces contraintes, et donc l'action, où maintenant tout est hamiltonien, y compris, donc j'ai fait la transformation de Legendre sur x mu, qui a son propre moment conjugué, va être donnée. Alors, puisqu'il y a les contraintes, là je vais introduire, et les contraintes, on voit bien que les multiplicateurs de Lagrange, on peut voir n et nk comme les multiplicateurs de Lagrange de ces contraintes. Ça va être l'intégrale de p dx0 d3x p phi point plus pi mu x point mu moins n h perpendiculaire moins nk hk. Ceci étant en effet le hamiltonien. Et n et nk apparaissant comme les multiplicateurs de Lagrange pour les contraintes qu'on vient de mettre en évidence. Donc si vous calculez le hamiltonien, vous allez voir qu'effectivement il est proportionnel aux contraintes. Vous allez calculer, vous allez faire la transformation de Legendre, donc vous prenez pi mu x point mu moins ceci, et ça va vous donner exactement le terme proportionnel aux contraintes. Et donc vous voyez apparaître exactement la même structure que la structure de la gravitation, et l'analogie est encore plus forte si vous calculez les crochets de Poisson des contraintes. Donc les contraintes ici, on sait que puisqu'elles sont liées à une invariance de jauge, à savoir il y a une invariance de jauge ici qui est que je peux choisir mes coordonnées petit x comme je veux, donc il y a une invariance par difféomorphisme. Donc ces contraintes vont être de première classe, ça veut dire que leur crochet de Poisson va être combinaison des contraintes. Si on fait le calcul, comme je suis toujours quelqu'un d'optimiste, je pensais pouvoir faire le calcul, mais il reste 15 minutes, donc je ne vais pas le faire ici. Mais si on fait le calcul, on découvre que c'est exactement la même algèbre des contraintes que pour la gravitation, que je vais écrire. Je vous l'avais écrite la fois passée. C'est un calcul instructif, mais malheureusement, il faut choisir. Donc, c'est un calcul direct, mais il y a une manière intelligente de le faire. Je vais quand même faire un commentaire sur la manière intelligente de le faire. Mais donc, ce que je prétends, c'est que si vous calculez les contraintes sont de première classe, ça, ce n'est pas une surprise.
Mais si vous calculez leur crochet de Poisson, vous trouvez exactement les mêmes crochets de Poisson que pour la gravitation, qui reflètent le fait qu'on a la même invariance, l'invariance par paramétrisation. Donc c'est H, je vais peut-être l'écrire ici, oui, H K de X plus H K de Y delta K de X moins Y. Donc ça vous dit, donc, ça vous implique automatiquement que la dérivée temporelle de H est égale à 0, puisqu'elle va être proportionnelle, hein, l'hamiltonien étant une combinaison des contraintes. Quand vous calculez la dérivée temporelle d'une contrainte, vous allez devoir calculer les crochets de Poisson des contraintes, qui sont nuls en vertu des contraintes. Donc les dérivées temporelles vont être nulles en vertu des contraintes. J'avais parlé de ça la semaine passée. Mais ici, on a les mêmes propriétés, puisqu'on a les mêmes relations de crochets de Poisson. HK de X, H de Y. Donc je mets le perpendiculaire, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. C'est H perpendiculaire de X delta K de X moins Y. Donc ça c'est la dérivée par rapport à XK de delta. Et la dernière relation que je vais écrire ici au-dessus. La dernière relation, c'est H K de X H M de Y, c'est égal à H M de X delta K de X moins Y plus H K de Y dérivé par rapport à XM de delta. Donc, voilà. X étant donc ici les coordonnées spatiales. Hein. Et donc si vous comparez ça à ce que j'ai écrit la semaine passée, c'est exactement la même algèbre. Mais ce n'est pas surprenant parce qu'on a exactement la même symétrie. Alors algèbre entre guillemets parce qu'il y a la métrique inverse qui apparaît ici. Hein. Mais c'est la même chose que dans l'autre cas. Dans ce cas-ci, la métrique inverse est un champ composite qui doit être vu comme une fonction des grands X. Dans le cas de la gravitation, c'était un champ de base. Alors, on va passer à la théorie quantique et voir si, après tout, on sait que tout ça, c'est une réécriture de Klein-Gordon. Donc, regardons la théorie quantique. On a à nouveau a priori, le même paradoxe, à savoir, donc je l'ai dit, mais je ne l'ai peut-être pas écrit, donc je le redis, que H, c'est l'intégrale d3x, NH, plus NK, HK. Et donc, c'est nul en vertu des contraintes. Donc, ceci, ça vient juste de la transformation de Legendre. Il faut calculer, donc je la fais là-dessus, donc je vais calculer pi mu x point mu moins L, et vous allez voir que c'est égal à ça. Donc, alors maintenant, passons à la théorie quantique. Et voyons, donc mon espace des phases, c'est mon champ scalaire de départ, mais aussi mes champs x mu et leur moment conjugué. Et donc, quand je passe à la théorie quantique, je dois dire que ça devient des opérateurs et que les relations de commutation de ces opérateurs s'obtiennent à partir des crochets de Poisson en multipliant par IH bar. J'applique les règles hamiltoniennes standards. Alors, ça, c'est la première chose. Hein. Donc, ça, on représente les relations de commutation. On a des relations de commutation qui sont dictées, disons, par les crochets de Poisson. Donc, ça, c'est la partie qui est la même que pour la mécanique hamiltonienne standard, mais on a aussi des contraintes. Alors, on sait comment faire avec les contraintes. On les impose sur les états physiques. Donc, les états physiques vont devoir obéir à ce que j'ai appelé H perpendiculaire, qui est maintenant un opérateur agissant sur psi égale à 0, et h k psi égale à 0, et on a autant de contraintes qu'il y a de points d'espace. Hein. C'est exactement comme pour la gravitation.
Et puis après, on va dire, il y a une équation de Schrödinger qui me dit IH bar d psi, qui me donne la dépendance en x0 de psi, c'est h psi, mais h étant combinaison des contraintes, psi étant invariant pour les transformations engendrées par les contraintes, ça fait 0. Donc on a exactement la même situation que pour la gravitation. Alors pour voir, essayons de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe, et pour ça, je vais utiliser une représentation où les x mu sont diagonaux et les pi mu sont donc, l'opérateur pi mu va être alors h bar sur i, dérivée fonctionnelle par rapport à x mu. Alors, que deviennent mes équations? Donc, je vais travailler, bon, je vais aussi représenter les pi-phi comme des opérateurs. Donc, mes états physiques vont devenir des fonctionnels de phi de x et x mu de x. Où x ici, rappelez-vous, c'est les variables, c'est des coordonnées d'espace. Hein? Donc, le temps est traité séparément. Et donc, les contraintes vont devenir des équations fonctionnelles sur ces objets. Regardons exactement ce que ça me donne. Et je vais avoir h bar sur i n mu, je vais prendre cet ordre-là, on peut montrer qu'en tout cas pour cette partie-là, ça ne pose pas de problème. Delta psi sur delta x mu plus et puis je vais avoir l'équation qui me donne la déformation tangente. Donc ça va être un certain opérateur qui dépend de phi et de la dérivée fonctionnelle par rapport à phi, agissant sur psi, est égal à 0. Et donc vous voyez, vous obtenez des équations qui vous permettent de faire quoi? Mais qui vous disent la chose suivante. Supposons que je connaisse mon état sur une hypersurface de genre espace. Supposons que je déforme cette hypersurface de genre espace d'une certaine quantité le long de la normale ou de manière tangentielle. Eh bien, cette équation vous dit comment psi change. Donc, s'il y a une déformation normale, donc si vous vous dites, voilà, je vais changer mon hypersurface de genre espace en faisant une déformation normale comme ça, par exemple, eh bien, connaissant psi ici, le nouveau psi s'obtient à partir de cette équation. Et si maintenant je fais aussi une déformation tangentielle, bon, ça c'est cinématique, ça me dit comment psi se transforme. Alors ces équations-ci, elles ont été écrites après 40, sans procéder comme ça, complètement indépendamment, par Tomonaga et Schwinger, donc après la guerre, Deuxième Guerre mondiale. 46, je crois, Tomonaga, 48, probablement Schwinger. J'ai mis à jour les références. Alors, je vois qu'ici, j'ai inclus Tomonaga. La semaine prochaine, vous aurez également Schwinger. J'ai oublié de le mettre. Mais donc, ça s'appelle en fait les équations de Tomonaga. Qui vous donne donc la manière dont l'état change quand vous déformez l'hypersurface. Et eux étaient intéressés par une déformation arbitraire. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient comprendre la variance relativiste. Et donc, si vous avez envie de passer, par exemple, d'une hypersurface comme ça à une hypersurface comme ça, il ne faut pas marcher dans le temps
de manière, disons, par une translation, il faut faire une autre opération. Et donc, pour essayer de contrôler la variance relativiste de la théorie, ils étaient intéressés à définir les états sur des hypersurfaces quelconques et à regarder de Cauchy quelconque et à regarder comment ces états se transformaient quand vous changiez l'hypersurface. Et donc, vous voyez que cette procédure de paramétriser les choses conduit naturellement à des équations de type Tomonaga-Schwinger et qui ont cette propriété que, en un sens, il y a plusieurs temps. D'ailleurs, Tomonaga a utilisé l'expression plusieurs temps. En un sens, vous pouvez choisir en chaque point de l'espace la manière dont vous progressez dans le temps. Donc, Tomonaga a dit équation à plusieurs temps. Le groupe de Wheeler et les autres appellent ça le many-fingered time, un temps à plusieurs doigts. Un temps à plusieurs doigts. Vous pouvez avancer de manière différente en différents points. Et donc, vous voyez que naturellement, par cette procédure, on obtient ce formalisme à plusieurs temps. Première chose. Et la deuxième chose qu'on apprend aussi, c'est qu'on a effectivement des contraintes et une algèbre qui est exactement des contraintes qui est comme en gravitation. Et donc, ce que ceci nous conduit à la conclusion suivante, c'est de se dire qu'en fait, parmi les variables GIJ et PIJ de la gravitation, certaines variables jouent le rôle de temps, x mu, x p mu, et d'autres jouent le rôle de champ phi de matière, de champ dynamique, j'aurais dit. Parce qu'on a exactement la même structure, mais de là, on a des variables, disons, qu'on comprend bien. Bon, là, on les comprend aussi, mais donc l'idée, c'est que parmi ces G, lesquels on ne sait pas, et pi, il y en a qui correspondent à ça, et il y en a qui correspondent à ça. Et donc, la raison pour laquelle on ne voit pas d'évolution temporelle dans l'équation de Wheeler de Witt, ce n'est pas qu'il n'y a pas de temps, mais c'est que le temps est contenu implicitement dans les GIJ et les PIJ. Alors, ceci conduit à deux manières de procéder au moins. L'une serait de se dire, bon, on va essayer d'isoler parmi les GIJ et les PIJ des variables qui correspondent à x mu et p mu, et on va fixer la jauge en disant, on prend les x mu de telle manière qu'on avance sur des hyperplans parallèles avec un temps minkowskien. Donc on se ramène à la théorie déparamétrisée, qu'on sait comment quantifier, certainement dans le cas libre en tout cas. Et donc, ça c'est un programme qu'on appelle parfois fixer la jauge avant de quantifier, donc essayer d'extraire des variables qui correspondraient au temps. Mais une autre manière qui est plus dans l'esprit de Tomonaga et Schwinger, mais qui est plus ambitieuse, c'est de se dire non, on a envie de garder cette liberté de défermer les choses comme on veut, se poser la question de tiens, si je change un peu ici, comment l'état change. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas fixer la jauge pour garder cette liberté, mais évidemment, les choses sont plus compliquées. Et quand même, une chose qui va être compliquée, c'est de définir les probabilités, le produit scalaire. Pourquoi? Parce qu'ici, dans cette théorie-ci, quand je veux définir une amplitude de probabilité, j'intègre certainement pas sur les variables qui me disent quelle est l'hypersurface. J'intègre uniquement sur les variables phi. Donc, quand je vais calculer le produit scalaire de deux états, je vais les prendre sur la même hypersurface et je vais intégrer sur les phi. Donc ça veut dire que lorsque je veux interpréter ma théorie en termes des GIJ et des PIJ, certainement je ne dois pas intégrer sur toutes les configurations de GIJ. Ce qu'on comprend à nouveau d'un autre point de vue, qui avait été évoqué la semaine passée, c'est qu'intégrer sur tous les GIJ, c'est aussi intégrer sur les orbites de jauge, et donc on va obtenir des infinis et on va rencontrer des difficultés. Donc d'une certaine manière, il faut se priver, s'interdire d'intégrer le long des directions de jauge. Ce qui revient à se dire ici, là on comprend bien ce que ça revient à dire, ça revient à dire que les vrais degrés de liberté dynamique, c'est les phi, et que ça, c'est des variables qui nous disent simplement l'hypersurface qu'on considère, qui nous décrivent l'hypersurface qu'on considère. Bien. Donc, je dirais, pour conclure, même si on n'a pas réglé le problème du temps, en tout cas, on a compris conceptuellement ce problème du temps. La raison pour laquelle on obtient
que les états physiques semblent être figés et que rien ne semble changer avec le temps, ce n'est pas qu'il n'y a pas de temps, ce n'est pas qu'il n'y a pas de dynamique, mais c'est que, il y a parmi les variables métriques et moments conjugués des variables qui jouent le rôle d'horloge. Et donc, la bonne manière de regarder les choses, c'est d'établir des corrélations, se poser la question, par exemple, si le volume était une bonne variable, mais il y a des limitations, de se dire la chose suivante, quand le volume de l'univers a telle valeur, quelles sont les probabilités pour que le champ scalaire ait telle valeur? Quand maintenant le volume de l'univers a changé par une autre valeur, quelles sont les probabilités pour que les autres variables aient telle valeur? Et donc, parmi les GIJ et les PIJ, il y a des variables qui jouent le rôle de temps, et puis il y a les vrais degrés de liberté dynamique. Et donc, par exemple, pour la gravitation pure, on aurait les 2 degrés de liberté physique du graviton, qui seraient ici, et puis le reste qui joue le rôle de x mu et de pi mu. Voilà, donc c'est ce que je comptais dire aujourd'hui. Je me rends compte que j'ai tendance à un peu bousculer les choses parce que je pense que je vais couvrir le double et que finalement, je couvre la quantité mais sans passer par toutes les étapes, ce qui veut dire qu'il y a peut-être des questions. Donc à nouveau, n'hésitez pas s'il y a des points qui vous ont paru un peu trop rapides dans la dérivation de tel ou tel résultat, à me poser des questions maintenant ou à tout autre moment. Je suis disponible et là pour ça. Donc voilà, vous n'hésitez pas, soyez pas timide s'il y a des questions. Mais donc la grande conclusion, c'est que les choses ne sont pas figées, c'est simplement qu'on utilise une variable x0 a priori qui n'a pas de sens physique, donc c'est normal que ça n'en dépende pas mes états physiques, mais il y a une vraie dynamique, mais qu'il faut extraire en identifiant des variables qui jouent le rôle du temps parmi les GIJ et les PIJ, qui jouent ce rôle des x mu et des pi mu. Non, alors justement, c'est très compliqué. Les gens ont cherché à identifier des variables x mu, pi mu, et il y a des résultats partiels qui sont mentionnés dans une des références de Kucage, où il a pu le faire pour des modèles. Bon, personne n'a pu le faire pour la gravitation complète, mais donc les gens ont considéré ce qu'ils appellent des modèles de gravitation réduite où on impose certaines isométries, et ça peut se ramener alors à une théorie des champs à 2 dimensions. Et dans ce cas-là, ils ont pu établir des résultats forts, justement où c'était biunivoque. Donc ce qu'on appelle les ondes, les solutions de Weil, les ondes cylindriques, où il n'y a plus que 2 degrés, que 2 coordonnées. Donc on réduit les choses à une théorie à 2 dimensions, où là on a un contrôle qui est quand même bien meilleur parce qu'on connaît mieux les théories des champs à 2 dimensions qu'à 4 dimensions. Donc là il y a des résultats intéressants. Mais le programme général ambitieux, donc pour être tout à fait complet, le programme, disons, de réaisément extraire ces variables, personne n'y est arrivé. À nouveau, il y a des résultats intéressants dans le cas des espaces asymptotiquement antidocitaires que j'évoquerai à la dernière leçon, où là, on peut identifier en fait une variable de temps qui n'est pas GIJ, mais qui est plutôt la trace de la forme fondamentale, de la deuxième forme fondamentale, de la courbure extrinsèque. On peut montrer que là, il y a des théorèmes, notamment basés sur des résultats de Lichnerovitch, etc., qui montrent qu'effectivement, il y a de bonnes conditions de jauge qui peuvent être imposées dans le cas d'espaces ouverts asymptotiquement antidocitaires. Mais la question est légèrement différente, comme on le verra dans ce cas-là.